Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour découvrir ce nouveau dossier. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur des cas troublants de meurtres qui ont eu lieu en 2012 en Italie et que la police a mis du temps à élucider malheureusement. Qu'est-il arrivé à ces pauvres victimes? Qui sont-elles et quelles sont les circonstances de leur mort? Je vous invite à nous plonger dans les détails de cette affaire. L'histoire de Zakaria Ismaini, c'est tout de suite et maintenant. Zakaria Ismaini est un jeune ressortissant marocain originaire de Casablanca au Maroc. Il est âgé de 32 ans au moment des faits. On ne sait pas trop si Zakaria Ismaini a un travail au moment des faits. Il semble plutôt errer dans les rues, à pas savoir quoi faire. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a pas l'air d'avoir en fait une activité professionnelle. On sait qu'il a travaillé quelques fois dans des restaurants, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Il habite le Capanine, c'est un village de Catane qui est une ville portuaire située sur la côte est de la Sicile. Et on sait aussi que Zakaria Ismaini est marié à une Italienne avec laquelle il a un fils, mais c'est tout. On ne sait pas qui est sa femme, on n'a aucune photo, on n'a pas non plus d'informations sur son fils. On ne sait pas non plus quelle était sa vie au Maroc avant d'arriver en Italie. Donc il n'y a pas d'informations là-dessus. On ne sait pas de quelle famille il vient, on ne sait pas s'il a des frères et sœurs, on ne sait pas si au Maroc il avait un travail ou s'il suivait une formation. On n'a aucune information de qui est Zakaria Ismaini, on ne sait pas qui il est. Anna Stellato est la première victime en contact avec Zakaria Ismaini qui a été retrouvée morte en juillet 2012. Anna est âgée de 24 ans au moment des faits et elle est appelée Luna par ses proches. Ils ne l'appellent jamais Anna mais plutôt Luna. Et on sait qu'elle réside à Chiavari, à Genne, dans la région Ligurie au nord-ouest. Anna est une jeune femme assez fragile au passé de toxicomane. On sait qu'au moment des faits, elle continue à consommer de la drogue. Cette consommation de drogue pousse malheureusement Anna à avoir des relations avec des personnes qui sont pas forcément fréquentables. Elle a des contacts assez douteux avec les gens et donc malheureusement elle est plus à même à fréquenter des personnes dangereuses. Donc bien sûr Zakaria Ismaini repère un peu la fragilité, la vulnérabilité d'Anna Stellato et il devient assez rapidement et assez facilement ami avec elle. Le soir du 13 juillet 2012, Anna qui séjournait à Rimini dans la maison de vacances de sa grand-mère sera vue pour la dernière fois avant sa mort avec Zakaria Ismaini près de la plage Torre Pedrera à Rimini justement. Malheureusement, quelques heures plus tard, le corps sans vie d'Anna a été retrouvé dans l'eau. Et donc du premier coup d'œil, tout le monde pense bien sûr qu'il s'agit donc d'une noyade ou d'un suicide. Donc la victime, elle est retrouvée presque totalement dénudée. Elle ne porte plus que son soutien-gorge. Elle n'a plus par exemple sa culotte qui a été retrouvée plus tard jetée dans l'eau. Donc bien sûr, la police, quand elle est appelée et qu'elle arrive sur place et qu'elle découvre donc le cadavre d'Anna Stellato presque complètement nu, bien évidemment, il suppose que la victime a été tout simplement abusée avant d'être tué. Le corps est envoyé immédiatement à l'hôpital pour être autopsié. Le médecin donc qui fait l'autopsie, il conclut lui à un œdème pulmonaire suite à une noyade. Il repère aussi quelques contusions sur le corps de la victime, mais voilà, il ne conclut pas du tout à un acte criminel à ce moment-là. Une enquête est bien sûr ouverte immédiatement pour tenter d'élucider les circonstances de cette mort mystérieuse. Et quelques jours après, les enquêteurs qui visionnent les images de vidéosurveillance qui sont pas très loin de la plage repèrent un individu avec Anna Stellato à ce moment-là et quand ils font un peu plus de recherches, ils s'aperçoivent qu'il s'agit de Zakaria Ismaini. C'est en effet la dernière personne à avoir vu Anna Stellato vivante la nuit du 13 au 14 juillet 2012. En plus, on le voit bien présent au moment où Anna, elle se trouve un peu en difficulté dans l'eau. En fait, elle essaie de sortir de l'eau et elle a beaucoup de difficultés. On voit carrément Zakaria Ismaini s'approcher d'elle. Donc sur le moment, on a l'impression qu'il va la sortir de l'eau, mais en réalité, il ne fait absolument rien et pire que ça, il lui vole son sac qui se trouvait en fait sur la plage. Il lui prend le sac et il s'enfuit. Donc là, les enquêteurs, quand ils ont découvert les images, ils étaient un peu sous le choc. Ils se sont dit, mais c'est quand même bizarre, sa copine, elle est en train de se noyer, clairement. Il arrive, on a l'impression qu'il va la sauver. Et en fin de compte, il appelle même pas les secours, il appelle même pas à l'aide. Il quitte, enfin, il part de la plage, il prend son sac et il s'en va, quoi. Et donc, Zakaria Ismaini est appelé par la police pour qu'il vienne raconter un peu sa version des faits et pour qu'il raconte
raconte ce qu'il s'est passé avec Anna Stellato et les dernières heures passées avec elle. Alors déjà, il confirme que Anna Stellato habitait quelque temps chez sa grand-mère et que ce soir-là, elle se trouvait bien donc à la plage de Torre Pedrera en compagnie d'autres garçons. Il dit aussi que Anna, qui consommait de la régulièrement, elle décide ce soir-là d'acheter de l'héroïne à quelqu'un et donc il donne bien le nom du dealer qui a vendu l'héroïne à Anna. Il précise que les autres garçons qui accompagnaient Anna, eux, ont fumé des joints mais pas de l'héroïne. Et quelques heures plus tard, le groupe de garçons décide de partir, mais Anna, elle, veut rester avec Zakaria Ismaili et donc ils poursuivent leur soirée ensemble. Et donc ils racontent que tout se passe bien, voilà, ils discutent ensemble, ils rigolent ensemble, qu'elle était vraiment de bonne humeur. Et puis d'un coup, elle commence à devenir un peu bizarre. Elle consommait donc son héroïne et puis à un moment donné, voilà, elle pète un plomb et elle décide d'aller prendre un bain dans la mer. Elle lui demande de la suivre. Donc lui, il le fait. Au début, il explique qu'il va nager un petit peu avec elle et qu'à un moment donné, ça l'a un peu saoulée. Il décide de sortir de l'eau et il la laisse toute seule. Enfin, il la laisse nager toute seule. Et il raconte qu'à un moment donné, en fait, il fait un peu attention. Enfin, il la voit un peu s'agiter, etc. Il comprend pas trop ce qu'il se passe. Et donc là, il dit qu'elle était comme un peu en difficulté, mais il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle avait. Il s'approche d'elle, donc il retourne dans l'eau, il essaie donc de la sortir un petit peu et il l'a vu comme si elle était en train un peu d'agoniser, il a vu du sang sur sa tête et il a pris peur et il s'est enfui à ce moment-là. Il a dit que là en fait il a paniqué totalement et il n'a pas trouvé d'autre solution que de quitter la plage. Et donc il poursuit un petit peu son histoire, il dit que c'est vrai qu'à un moment donné il a entendu un bruit sourd et qu'en fait c'est Anna qui a tout simplement plongé et qu'elle a dû se cogner la tête contre des rochers. Mais voilà, après quand on lui demande pourquoi avoir pris son sac à main juste avant de s'enfuir, il aura pas tellement d'explications. Il va tout simplement dire qu'il sait pas ce qui lui est passé par la tête. Voilà, il a pris peur, donc c'est pour ça qu'il a appelé personne. Mais pourquoi avoir pris son sac, il sait pas trop. Donc il a pris son sac, il est parti et il raconte qu'il l'a jeté dans une benne à ordures. Et il raconte qu'il a appris malheureusement la mort d'Anna Stellato le lendemain matin par la presse. Donc bien sûr, vous vous doutez bien que la police, elle est un peu perplexe. Elle n'est pas convaincue par les arguments de Zakaria Ismaili. Ça leur paraît un peu farfelu ce qu'il leur raconte, mais malgré tout, ils n'ont pas d'éléments matériels, ils n'ont pas de preuves pour lier Zakaria Ismaili à un meurtre, au meurtre d'Anna Stellato. Ils n'ont absolument rien, donc ils sont un peu coincés et ils se retrouvent contraints de relâcher Zakaria Ismaili. Zakaria Ismaili a quand même été arrêté et condamné en première instance à 3 ans et demi de prison pour non-assistance à personne en danger et pour délit de trafic de drogue également, parce qu'en fait l'héroïne qui a été vendue à Anna Stellato, elle a été vendue par un ami de Zakaria Ismaili, donc pour ce fait il a été condamné. La mort d'Anna Stellato a été plus ou moins classée en mort accidentelle par noyade et donc bien évidemment la justice du coup a conclu que Zakaria Ismaili n'avait pas tué Anna et que c'était tout simplement accidentel. On n'entendra plus parler de lui jusqu'en 2014 lorsque le corps d'un retraité sera retrouvé tué dans sa villa située dans les Pouilles. La deuxième victime retrouvée est un retraité de 63 ans du nom de Cosimo Mastrogiovanni qui vit dans sa maison à Brindisi située dans les Pouilles. L'homme a été retrouvé 4 jours après les faits, allongé au sol entre son canapé et sa cheminée et en réalité il a été retrouvé par une personne qui devait acheter sa propriété et cette personne-là n'avait plus de nouvelles de Cosimo. Elle trouvait ça étrange, elle trouvait ça très bizarre et donc elle a décidé de se déplacer à son domicile et c'est là qu'elle a fait la terrible découverte. L'homme a visiblement été brûlé vif dans la nuit du 10 au 11 novembre 2014 après avoir été frappé et violenté à l'aide d'un objet contondant. Immédiatement, les enquêteurs qui arrivent sur place, ils constatent donc la scène de crime et évidemment, ils se rendent compte vite qu'il s'agit d'un meurtre, qu'il ne peut pas s'agir d'un accident ou bien d'un suicide. Alors vous vous demandez tous dans quelles circonstances Cosimo et Zakaria Ismaili ont été en contact. Apparemment, ils s'étaient déjà croisés auparavant tous les deux. Il faut savoir que Cosimo, c'était une personne assez solitaire, il avait un chat, donc il vivait juste avec son chat, et une fois il a eu besoin que quelqu'un vienne nourrir son chat, donc il s'est tourné naturellement vers Zakaria Ismaili puisqu'il le connaissait un petit peu, il s'était un peu lié d'amitié avec cet homme, mais l'enquête a démontré qu'ils avaient plus qu'une simple relation amicale tous les deux, parce que Zakaria Ismaili a été contacté un soir par Cosimo sur Facebook, et il l'a contacté pour des rapports intimes. Alors dans les échanges, Zakaria Ismaili a dit ok, et
donc il a accepté le rendez-vous. Donc une fois que Zakaria Ismaili accepte le rendez-vous, tout de suite Cosimo lui achète un ticket de bus pour qu'il puisse se rendre chez lui directement. Mais maintenant on sait tous que Zakaria Ismaili avait pour seule intention de tuer et de voler Cosimo. Et une fois arrivé sur place, Zakaria Ismaili agresse violemment Cosimo, il se met à le frapper à plusieurs reprises à l'aide d'un objet contondant et il le brûle alors que Cosimo n'est même pas encore mort. Et une fois avoir commis donc cet acte horrible, il lui vole donc son PC portable sur lequel il supprime tous les échanges eus avec Cosimo, il supprime son compte Facebook pour que la police ne remonte pas jusqu'à lui, il lui vole aussi son portefeuille et il lui vole aussi sa voiture. Par la suite, les investigations des enquêteurs ont montré que la voiture de Cosimo, elle se trouvait dans la ville de Barletta, c'est une ville de la région des Pouilles, chez un ressortissant marocain qui réside depuis un moment en Italie. Et justement, ce ressortissant marocain avait d'ailleurs hébergé Zakaria Ismaili juste après les faits de novembre 2014. Mais malgré tout ça, malheureusement, Zakaria Ismaili, il n'est même pas arrêté par la police. Il y avait des débuts de preuves, mais sous prétexte qu'ils n'avaient pas retrouvé l'ADN donc de Zakaria Ismaili sur la scène de crime, ils ont tout simplement considéré qu'il n'était pas lié à ce meurtre, ce qui est dommage. Moi, personnellement, je pense qu'ils auraient dû investiguer un peu plus. Ils auraient dû, par exemple, le mettre sur écoute ou le mettre sous surveillance pour essayer de creuser un peu plus. Si on l'avait mis sur écoute, peut-être qu'il se serait confié, peut-être qu'il s'est confié en fait à son ami qu'il a hébergé, peut-être qu'il lui a annoncé qu'il venait de tuer quelqu'un, on ne sait pas. Je trouve que la police, elle n'a pas assez investigué sur le cas de Cosimo, malheureusement. C'est triste à dire, mais il faudra attendre une troisième victime pour que Zakaria Ismaili soit enfin arrêté et jugé pour ses crimes. Cette troisième victime est une femme veuve qui a à peu près 50 ans et qui s'appelle Letizia Consoli. Alors les enquêteurs connaissent déjà ce nom-là parce qu'il faut savoir que Letizia Consoli, elle est devenue un peu dépressive après la mort de son mari et donc elle avait tendance à disparaître. D'ailleurs le 29 novembre 2014, elle avait disparu et c'est ses proches en fait qui ont alerté la police, ils ont fait un signalement à la police pour déclarer sa disparition et elle avait été assez rapidement retrouvée. Mais cette fois-ci, la fin sera malheureusement moins heureuse puisque le 7 février 2015, son corps a été retrouvé par des pêcheurs dans la mer de Catane. Son corps montre des signes de violence et de gros coups sur la tête. Elle aurait été frappée très violemment avec un objet contondant et apparemment ce serait un bâton qui a été retrouvé sur la plage taché de sang. Bien sûr, à la suite de cette découverte, une enquête est immédiatement ouverte pour meurtre, mais les enquêteurs tombent une fois de plus sur un suspect qu'ils connaissent très bien puisque c'est Zakaria Ismaili et là ils n'en reviennent pas, ils sont bouche bée. Bon là ils se disent clairement que c'est pas possible que ce soit encore une coïncidence, c'est impossible. Il est à chaque fois dans les parages dans les 3 cas de mort suspecte, il a toujours été en contact avec les victimes, c'est quand même assez bizarre, assez étrange. Et là ils commencent vraiment à se poser de réelles questions. Mais j'ai envie de dire, ils auraient peut-être pu se poser ces questions-là bien avant quand même. Ils décident enfin d'approfondir leurs investigations et en analysant les données des téléphones portables de Zakaria Ismaili et de Letizia Consoli, ils découvrent que tous les deux ont échangé ensemble peu de temps avant le meurtre. Les images de vidéosurveillance qui sont situées pas très loin de la plage montrent aussi Zakaria Ismaili accompagné de la victime le soir de sa mort. Les traces ADN qui ont été prélevées sur le bâton qui a été retrouvé taché de sang ont été aussi analysées et l'ADN qui a été analysé est bien l'ADN de Zakaria Ismaili. Là, on n'est plus face à un suspect, on est face au meurtrier de Letizia Consoli. Il est bien sûr immédiatement arrêté par la police, il va leur déclarer qu'il a eu comme une sorte de crise en fait, il ne s'est pas contrôlé, que lui et Letizia ils ont eu comme une dispute tous les deux et à ce moment-là il a pété un câble et il s'est mis en fait à l'agresser violemment. Letizia a en réalité été tuée le 7 février dans un bungalow en briques près de la mer et là elle aurait été frappée à l'aide donc du bâton qui a été retrouvé, un gros bâton pointu. Elle a été frappée à plusieurs reprises et puis ensuite son corps a été jeté dans la mer. Et donc Zakaria Ismaili qui ne veut pas se faire prendre bien sûr, il décide de mettre le feu au bungalow à l'aide d'un briquet jaune qui sera retrouvé par la suite par les enquêteurs. Vers 9 h le matin du 7 février, les pompiers sont alertés pour un incendie et c'est le fameux bungalow dans lequel a mis le feu Zakaria Ismaili et donc là les pompiers ils vont découvrir qu'il y a des choses étranges, il y a énormément de traces de sang dans le bungalow, ils savent qu'ils sont en présence d'une scène de crime en fait. Letizia, comme je vous l'ai dit auparavant, elle était veuve et elle aimait bien se vider la tête en fait en se promenant le long de la plage à Catane. D'ailleurs c'est sur cette plage là qu'elle a fait la rencontre de Zakaria Ismaili un soir
et qui deviendra d'ailleurs son ami et malheureusement son tueur par la suite. Et d'ailleurs, je voulais pas préciser, mais Zakaria Ismaili a failli fuir le pays puisqu'il a été en fait arrêté carrément sur un bateau de pêche. Il s'apprêtait à partir de l'Italie et la police avait même découvert des conversations téléphoniques qu'il avait eues juste après donc le meurtre de Letizia Consoli. Il avait donc appelé quelques proches au Maroc avec qui il avait échangé et il leur avait dit carrément en fait qu'il serait bientôt de retour. Donc là, il a été vraiment pris à temps quoi. À la suite de ce meurtre, heureusement les enquêteurs décident d'ouvrir les deux dossiers précédents, c'est-à-dire les morts d'Anna en 2012 et de Cosimo en 2014 pour les réétudier. Il y a aussi le cas mystérieux de Vadim Petchone, âgé de 22 ans au moment des faits. Originaire de Biélorussie, il a été adopté par une famille italienne avec laquelle il vivait à Ravenne. Vadim a été retrouvé mort le 14 juillet 2012. Bizarrement, sa mort, elle présente vraiment des similitudes avec la mort d'Anna Stellato. Et en plus de ça, son corps a été retrouvé quelques jours après la découverte du corps d'Anna en 2012. Heureusement, en juin 2018, Giuseppe, qui est le père de Vadim, a tout fait pour faire connaître le cas de son fils parce qu'il est persuadé depuis le départ que son fils en réalité n'a pas eu une mort accidentelle, il a été tué, donc il aimerait qu'une enquête soit menée pour essayer d'élucider un peu la mort de son fils. Son corps avait été retrouvé le 16 juillet 2012 vers 5h30 du matin près d'un canal. En fait il avait été jeté dans l'eau, donc il avait été mis dans des sacs et jeté dans l'eau, mais il avait refait surface. Donc d'après les enquêteurs qui avaient commencé à investiguer sur le cas de Vadim, ils avaient conclu à une mort par noyade compte tenu de son état d'ébriété, parce qu'il y a eu des témoignages qui ont déclaré qu'il avait bu le soir de sa mort. Son corps a été retrouvé totalement nu. Il ne portait pas de signes évidents de coups ou de violence. Et en plus de ça, il portait toujours sa chaîne et il avait toujours son portefeuille avec lui. Ils se sont dit que ça pouvait pas être un vol qui a mal tourné et voilà, ils ont rapidement conclu tout simplement à une mort accidentelle. Les témoins racontent que Vadim, le soir de sa mort, était arrivé sur la Riviera à Marano avec 6 amis pour participer à la grande soirée de Pink Night. Donc ils s'amusent bien tous ensemble, ils rigolent bien ensemble, ils boivent quelques verres. Mais quelques heures plus tard, suite à une dispute avec ses copains, Vadim décide de les quitter. Donc les amis continuent un peu leur soirée entre eux, ils rigolent voilà, entre eux sans Vadim, ils poursuivent leur soirée sans Vadim. Mais vers 2h15, 2h20 du matin, Vadim n'est toujours pas de retour. Donc là, ils commencent un petit peu à s'inquiéter. Et ils décident de l'appeler sur son téléphone portable et ils raconteront qu'ils n'arrêtaient pas de tomber sur la messagerie. Le téléphone de Vadim était tout simplement éteint. Donc ils racontent qu'ils étaient embêtés parce qu'ils auraient bien voulu aller le chercher, mais ils savaient pas quelle direction il avait pris, ils savaient pas où il pouvait être, donc du coup ils étaient vraiment coincés, ils savaient pas où aller le chercher. Donc ils décident malgré tout de patienter un peu, ils se disent qu'à un moment donné il va réapparaître, mais Vadim ne revient toujours pas et le groupe décide malheureusement de quitter la soirée sans Vadim. Le père de Vadim, qui est alerté par les amis de son fils, il arrive immédiatement sur place inquiet pour essayer de retrouver son fils qu'il ne retrouvera malheureusement pas. Mais ce qui a compliqué encore plus cette histoire, c'est que le corps de Vadim avait été refusé déjà à la morgue. La morgue avait tout simplement dit qu'il n'y avait pas de place, donc ça avait retardé l'autopsie de plusieurs heures. Il faut savoir que le corps de Vadim était dans un sale état, en fait il était dans un état de décomposition avancée. Il avait séjourné dans un sac dans une chaleur torride. Apparemment il n'avait carrément plus de poumons. Donc le médecin légiste n'a pas pu pratiquer correctement l'autopsie de son corps. Il a pu faire que des déductions malheureusement. Et malheureusement la mère de Vadim va donner une information qui va pas aider véritablement la famille, puisqu'elle va déclarer aux médecins légistes et aux enquêteurs que son fils, il prenait en réalité des médicaments contre l'épilepsie et que ces médicaments, en fait avec la consommation d'alcool, ça fait pas bon ménage et ça peut même provoquer la mort. Donc pour le médecin et pour les enquêteurs, c'était la cause de son décès. Donc l'affaire était classée à partir de ce moment-là. Pour eux, Vadim était mort à cause de sa consommation d'alcool avec la prise de médicaments. La famille bien sûr de Vadim, elle était contre le classement de cette affaire, donc elle leur a dit quand même de mener une enquête, que c'était pas normal, mais la police n'a rien voulu savoir, elle a classé le dossier puis elle est passée à autre chose. Et donc bien sûr avec la mort de Letizia Consoli, le père de Vadim a tout simplement demandé la réouverture du cas de son fils. Pour lui, il est persuadé que Zakaria Ismaili y est pour quelque chose dans la mort de son fils et il veut qu'une enquête soit menée cette fois-ci. Il tient absolument que les choses soient faites.
Alors malheureusement, j'ai essayé de trouver une information sur une éventuelle enquête en cours dans ce dossier. Je n'ai pas trouvé, donc je sais pas trop ce qu'a fait la police italienne. Est-ce qu'elle a ouvert une enquête? Est-ce qu'elle est en train d'investiguer en ce moment? Ou est-ce qu'elle a pas du tout écouté donc les demandes du père de Vadim? On ne sait pas. Il n'y a pas d'informations sur le sujet à l'heure actuelle. Mais que penser alors d'une autre découverte macabre? En effet, c'est le cas de Carlos Anselmo Pires Vieira. C'est un transsexuel brésilien âgé de 58 ans au moment des faits. Il a été aussi retrouvé mort le 14 juillet 2012, donc le jour de la découverte du corps d'Anna Stellato justement. Et autre fait troublant, bizarrement, Zakaria Ismaili, il habitait dans les parages à ce moment-là. Donc du coup, il avait été aussi, ils ont pu retrouver aussi un appel passé avec cette personne pendant cette période-là. Donc à un moment donné, ça ne peut plus être des coïncidences. Il y a forcément une implication de Zakaria Ismaili dans cette mort. Mais bon, franchement, on se demande vraiment ce que fait la police italienne, parce que j'ai essayé de trouver des informations sur une d'éventuelles investigations faites dans l'affaire de Carlos, et il n'y a rien, j'ai pas trouvé d'informations. Alors pareil que Vadim, je ne sais pas. Est-ce que c'est une enquête qui est en cours actuellement et donc pour le moment donc il donne pas d'informations, ou est-ce que il n'y a rien du tout, donc on ne sait pas, je sais pas du tout ce qu'a donné cette affaire-là. Comme vous le savez, les affaires d'Anna Stellato et de Cosimo ont été réouvertes car de fortes suspicions de meurtre pèsent sur le suspect, donc Zakaria Ismaili. En janvier 2016, le parquet de Rimini a clos l'enquête sur le meurtre d'Anna Stellato, et les procès d'Anna Stellato et de Letizia Concini ont débuté à la mi-janvier 2016. Le 17 janvier 2016, lors du procès d'Anna Stellato, le procureur David Ercolani, il est venu en fait avec un mannequin grandeur nature qui représentait donc la victime Anna Stellato, et le médecin légiste qui était sur place, il a confirmé devant la cour qu'il était incapable de donner une explication sur les 3 hématomes qui se trouvaient sur la tête d'Anna. Mais les photos du compte-rendu d'autopsie ont été passées devant la cour, donc les gens ont pu les regarder, le médecin légiste, le président, enfin tout le monde a regardé les photos, et a priori les blessures qu'Anna avait, elles étaient compatibles avec le même genre d'instrument qui a été utilisé pour tuer Letizia et pour tuer aussi Cosimo, donc avec un objet contondant. Donc elle a forcément été frappée à la tête à l'aide d'une pierre, enfin de quelque chose. Ils sont aussi revenus sur les faits et ils confirment que Zakaria Ismaili, le soir du meurtre d'Anna Stellato, il avait traîné à la plage, il avait donc abusé d'elle avant de la tuer, il a frappé à plusieurs reprises avec une pierre, donc sur la tête et sur la nuque, avant de la jeter dans l'eau et donc en pensant se débarrasser définitivement de son corps. Ensuite, quand il a été interrogé par la police, il a tout simplement menti en disant que Anna, elle avait consommé beaucoup d'héroïne, donc elle était plus dans son état normal, qu'elle est partie se baigner, en plongeant elle s'est cognée la tête contre les rochers. Enfin voilà, il a sorti un peu une histoire qui tenait pas vraiment la route en réalité, et donc il avait déclaré par la suite qu'il était revenu un peu pour voir ce qui se passait et qu'il a fui parce qu'il a pris peur. Mais heureusement, la ténacité de la famille, notamment la mère d'Anna qui s'appelle Orietta, et le meurtre donc malheureusement de Letizia Consoli ont permis la réouverture de l'enquête dans cette affaire, dans la mort d'Anna Stellato, sachant en plus que dans les 2 cas, le mode opératoire était presque identique, donc elles ont été tuées presque de la même manière toutes les deux. À la mi-mars 2016, c'est le procès du meurtre de Cosimo Mastro Giovanni qui a eu lieu. Ce pauvre monsieur, ce pauvre retraité qui a été violemment frappé à plusieurs reprises avant d'être brûlé vif dans son domicile. Et donc lors des procès, bien sûr, le procureur de la République, il a requis la peine maximale, c'est-à-dire la peine à la réclusion criminelle à perpétuité. En 2017, Zakaria Ismaili est reconnu coupable de tous les meurtres par la cour d'assises de Brindisi et il a donc été condamné à 30 ans de prison. Mais les avocats de Zakaria Ismaili ne sont pas satisfaits de la condamnation. Ils décident quand même de saisir la cour d'appel pour obtenir une condamnation moins sévère et donc une révision de peine. Mais en 2018, la cour d'appel a confirmé la condamnation de Zakaria Ismaili et il est donc bien condamné à 30 ans de prison. Zakaria Ismaili a aussi été condamné au paiement de la somme de 50 000 € pour les familles, donc au titre de dommages et intérêts. Donc voilà, Zakaria Ismaili a enfin été jugé après toutes ces années. On est content de la décision, je sais pas ce que vous en pensez vous-même, mais en tout cas, j'espère qu'il ne sortira pas de prison, parce que c'est déjà arrivé que des personnes, enfin en Italie, j'ai déjà traité moi un dossier dans lequel la personne, donc le meurtrier avait été condamné, il avait été reconnu coupable et malheureusement, il a été relâché, je crois, quelques années après sa condamnation pour des soucis de santé. Si vous voulez voir la vidéo,
vidéo, je vous la mets juste au-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui l'ont pas encore regardé. Donc voilà, j'espère vraiment que Zakaria ne sortira plus de prison. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez visionnée jusqu'au bout, merci beaucoup. Je vous souhaite de très bonnes vacances, en tout cas à ceux qui partent et ceux qui ne partent pas, hein, je vous souhaite de très bonnes vacances. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. En attendant, passez une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.